Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de cette série sur les incunables de la bibliothèque de l'Alcazar. Aujourd'hui, le thème sera comment est-ce qu'on identifie un incunable, le texte qu'il y a dedans, l'imprimeur qui l'a produit et ce genre d'éléments. On a vu la dernière fois que les incunables ressemblaient beaucoup à des manuscrits. Or, les manuscrits n'ont pas de page de titre, comme aujourd'hui. Ils commencent par un incipit, qui ne mentionne généralement que le titre, parfois l'auteur, et se terminent par un explicite, mention assez brève qui consiste généralement en un rappel du titre et donne parfois le nom de l'auteur. Les premiers incunables reproduisent ce schéma et se contentent des mêmes notions d'identification. Vous en avez un bel exemple avec cet ouvrage ici. Donc, il s'agit d'un commentaire de saint Thomas. Donc, il s'agit des Quaestiones de Duodecim Quodlibet. Donc, il s'agit de la théologie pure et dure, imprimée à Rome en 1470. Donc, c'est un livre très ancien et qui date vraiment des tout débuts de l'imprimerie en Italie. Il s'agit, on le voit qu'il est imprimé dans de beaux caractères romains, donc pour cette époque-là, ça signifie un contexte humaniste, un contexte savant, mais ceci dit, il reprend tous les codes du manuscrit, donc il commence avec ce bel incipit, on voit qu'il commence avec une belle lettre ornée, donc il est présenté et décoré comme un manuscrit. Et si l'on va à la fin, on va pouvoir constater qu'il a un simple explicite. Le texte va être indiqué, en fait, là vous avez le mot explicite sans aucune autre précision, ça veut juste dire ça y est, c'est la fin. Donc le livre est complet, mais en termes d'identification, voilà, donc il faut connaître le texte, il faut connaître les incipits, il faut savoir de quoi ça parle et de voir que la succession des Quaestiones et Quodlibet, etc., ça correspond à ce texte-là, parce que ces informations-là, en fait, ne sont pas nécessairement données sur le livre. Les gens qui lisaient ce livre-là à l'époque étaient des savants et savaient à quoi ils avaient affaire. Donc on voit d'ailleurs que l'ouvrage ne commence pas avec une page de titre. Donc on a l'habitude dans nos livres actuels, modernes, d'avoir une couverture, une page de titre qui va nous dire exactement ce qu'on va trouver dans le livre. Il y a éventuellement une quatrième de couverture pour nous allécher et nous inviter en fait à trouver un résumé et à acheter le livre. Tout ça, ça n'existe pas dans l'incunable. Donc on a ce texte brut, en fait, avec des reliures qui ne sont pas parlantes puisqu'elles sont rajoutées après. Et voilà, ça donne un peu une bonne idée de la distance qu'il y a entre nous et ces livres-là. On voit d'ailleurs que le livre ne commence même pas par le texte, il commence par la table. Ce n'est pas une table des matières, en fait, c'est une table alphabétique thématique qui va indiquer les différents sujets qu'on va trouver dans l'ouvrage et à quel endroit on va les trouver. Donc, et c'est relié, c'est imprimé en fait sur un cahier à part et c'est relié en tout début d'ouvrage. Donc il s'agit vraiment d'habitudes qui ressemblent à celles du manuscrit et qui nous sont totalement étrangères aujourd'hui. Peu à peu, d'autres éléments d'identification apparaissent, notamment le colophon, placé à la fin du texte, peut donner le nom de l'imprimeur, le lieu d'impression et la date. Parfois, ces éléments sont accompagnés d'autres détails, mais il arrive fréquemment que ces mentions soient très brèves et partielles. Donc à la toute fin, on a la mention finite, Hermolaï, Barbarie, etc. Donc là, on a le titre du commentateur. Donc on va avoir un explicite classique qui va nous indiquer la fin de l'ouvrage, qui l'a composé et comment. Et ensuite, on va avoir des éléments qui vont nous donner en fait le nom de l'imprimeur,
et la date exacte d'impression. Donc ces éléments que l'on trouve en fin de livre, on appelle cela un colophon, et c'est une habitude que l'on trouve dans le livre imprimé assez tardivement, jusqu'au XVIe siècle bien avancé, et qui évolue ensuite vers l'achevé d'imprimer. Donc ce que l'on trouve aujourd'hui dans nos livres modernes, à la fin, quand il y a l'achevé d'imprimer, les mentions en fait, qui relèvent de l'imprimeur, donc l'imprimerie qui a fabriqué le livre, ça dérive en fait de ces mentions-là. On note d'ailleurs qu'un livre de ce type a d'autres éléments qui aident en fait le possesseur à s'emparer du livre. Donc, non seulement on sait qui l'a fabriqué, donc qui le vend aussi, ça c'est très important comme mention, mais vous voyez qu'il y a en dessous donc, des mentions qui sont assez kabbalistiques. Donc il y a écrit registrum, ça veut dire registre, donc c'est transparent. Et ensuite les signes kabbalistiques qui sont indiqués dessous, c'est tout simplement la liste des cahiers que l'on va trouver dans l'ouvrage, qui forme le livre complet. Et donc ça veut dire en fait, ce sont des indications pour savoir comment relier le livre. Donc c'est accompagné par ces petites signatures qui sont ici, donc on en a parlé la dernière fois il me semble, ou on va en parler bientôt, qui sont des signes en fait qui sont disposés dans l'ouvrage pour essayer de comprendre comment il est fabriqué et comment il faut le relier in fine. Et à la fin, donc, l'imprimeur a même pris le soin de donner le format des cahiers de façon à ce que le relieur éventuel ne se trompe surtout pas. La page de titre, quant à elle, est un phénomène entièrement nouveau et propre au livre imprimé. Ça n'existe vraiment pas dans le livre manuscrit. Son apparition est progressive. Au départ, certains imprimeurs décident de commencer l'impression seulement sur le deuxième feuillet du premier cahier, laissant ainsi le premier feuillet blanc pour protéger le début du texte des salissures. Puis, par souci d'économie, on imprime dès le verso de ce feuillet, avant d'utiliser aussi la première page, ce qui donne naissance à la page de titre telle qu'on la connaît aujourd'hui. On trouve au début seulement le titre, puis dans certains cas une gravure, qui est souvent la marque de l'imprimeur. On va reparler de marque tout de suite. Donc pour vous montrer un ouvrage... Pour vous montrer un ouvrage avec une marque d'imprimeur, donc une marque célèbre, on en a déjà parlé la dernière fois, on va parler de celle de Josbad, de l'imprimeur Josbad, donc qui a commencé sa carrière à l'époque incunable et dont la marque, de façon très célèbre, représente un atelier d'imprimerie. Donc sa marque n'apparaît pas tout de suite, mais on voit là comment c'est fait. Donc vous avez d'abord le livre avec sa marque. Donc on la voit d'abord apparaître à la fin, en fait, les marques d'imprimeurs. On les voit d'abord apparaître en fait à la fin de l'ouvrage sous le colophon, et puis peu à peu on les fait remonter au niveau de la page de titre quand la page de titre se généralise. Pour vous montrer un ouvrage avec une page de titre, donc je vais vous montrer cet ouvrage parisien qui est un peu différent. Voilà, là vous avez une page de titre incunable. Donc vous voyez que c'est très succinct. Vous avez uniquement le titre qui apparaît sur cette page de titre. Donc les mentions que vous voyez en dessous ont été rajoutées beaucoup plus tard, puisque ce sont des marques de possession. Donc ici de la Chartreuse de Marseille qui possédait le livre au XVIIIe siècle, et ici de la bibliothèque. C'est une marque ancienne de la bibliothèque. Donc ici, vous avez cette page de titre, et ensuite, vous avez le texte qui commence et qui se déploie, de façon tout à fait classique et de façon tout à fait dense d'ailleurs, puisque le papier coûtant très cher, on va essayer de le rentabiliser au maximum. Donc, l'adresse typographique, ce qu'on appelle l'adresse typographique, apparaît dans un second temps. Elle vient se mettre sur la page de titre. Donc, ce qu'on appelle l'adresse typographique, c'est la petite mention que vous avez sur les pages de titre avec le lieu
de fabrication du livre et le nom de l'imprimeur ou du libraire. Donc aujourd'hui, on verrait en fait sur les pages de titre, vous verrez souvent le nom de l'éditeur. Donc on appelle cela l'adresse de l'ouvrage. À quoi ça sert? Tout simplement, il s'agit d'une mention publicitaire pour indiquer où on peut acheter le livre. La pratique de la page de titre semble plus répandue dans les incunables français que dans les incunables imprimés ailleurs. Elle apparaît dans les années 1480 environ, puis devient une habitude à Paris et à Lyon dans les années 1490. Donc, les marques d'imprimeurs, elles, sont connues dès les tout débuts de l'imprimerie. Il s'agit d'une marque d'identification permettant d'attribuer la réalisation du livre à un atelier, et la pratique rejoint d'autres types d'artisanat à la même époque. La première marque d'imprimeur connue est celle qui figure dans le Psautier de Mayence de 1457. En France, la première marque connue date de 1483. Ces marques sont d'abord placées en fin de volume, après le colophon, comme je le disais tout à l'heure. On les trouve ensuite à la page de titre. Dans un certain nombre de cas, la marque sera présente à la fois au colophon et à la page de titre. Lorsque l'imprimeur et le libraire sont différents, on prend l'habitude d'identifier le libraire au début de l'ouvrage et l'imprimeur à la fin. Attention, ce n'est pas une pratique systématique. Enfin, si l'on observe assez tôt des éléments d'adresse dans les premières pages de titre, souvent à la suite du titre, l'adresse typographique sous sa forme moderne n'apparaît que très tardivement, à la fin des années 1490 et au tournant du siècle. C'est pour ça que je ne vous en ai pas montré d'exemple. L'objectif est de préciser clairement sous la marque typographique l'endroit où l'on pourra se procurer le livre. Il s'agit d'une évolution de nature assez clairement publicitaire. La prochaine vidéo sera consacrée à la mise en page du livre incunable.